Bonjour tout le monde. On essaye de rejoindre Dr Hji Houdin. Non, c'est comment en vertical. Bonjour Dr Hji. Vous Oui, m'entendez? bonjour. C'est bon, on est connecté? C'est sombre. Bonjour, docteur Michel, vous me voyez? Oui, oui, je vous vois, Très, oui. très Oui, bien. Est-ce que le son est bon? oui, c'est bon. Très bien. Mais j'ai l'impression que l'image n'est pas bonne. Si? Ben, ça va, on arrive à vous voir. D'accord. Pas beaucoup, mais vous arrivez à me voir. Il y a un problème. On va commencer le live d'aujourd'hui. On va commencer le live aujourd'hui à propos d'un sujet qui est très important pour les parents. C'est la pédophilie ou l'abus sexuel. Et notre invité ce soir, c'est Dr Houda Hjij, qui est professeur universitaire à l'hôpital d'enfants et CHU Ibn Rushd. Donc, merci Dr Hjij d'avoir accepté l'invitation. Merci, docteur Michel, pour l'invitation et pour le choix du sujet qui est un choix très pertinent puisque c'est un sujet qui est tabou. C'est un sujet d'actualité puisque actuellement avec les réseaux sociaux on en parle de plus en plus et du coup les parents ils sont un peu livrés à eux-mêmes par rapport à l'actualité, à ce qu'on leur dit et on imagine que les parents se posent beaucoup de questions et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne par rapport à ça. L'autre chose pour laquelle je trouve que c'est intéressant qu'on parle du sujet, c'est que c'est un sujet qui est entre le somatique et le psychique. Ça veut dire entre votre domaine et le mien. C'est un problème, c'est une problématique qui intéresse aussi bien les pédiatres que les psychiatres et du coup, c'est très important de collaborer dans ce sens. Oui, effectivement. Dr Hjij, si on commence par des définitions de la pédophilie ou de l'abus sexuel chez l'enfant, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je pense qu'on va surtout parler de la violence sexuelle chez les enfants, ou bien sûr les enfants, parce que quand on parle de la pédophilie, on en parle du point de vue du pédophile, de celui qui a une compulsion, une attractivité et des comportements irrésistibles, de comportements sexuels envers les enfants. Mais par contre, quand on parle de violence sexuelle sur l'enfant, on prend en considération l'enfant lui-même par rapport à ce qu'il subit, par rapport aux conséquences que ça va avoir sur sa vie, son développement, sa vie familiale. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est à la limite du soma, du psyché, mais aussi à la limite du social et de l'éducatif et du relationnel. Donc, on va essayer de l'aborder justement de tous ces points de vue. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le pédophile, c'est une personne qui a des tendances sexuelles axées un petit peu, des pulsions qui sont axées sur le désir sexuel envers l'enfant. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pédophile ne passe pas toujours à l'acte. C'est-à-dire, il y a des pédophiles qui ont des fantasmes sexuels envers les enfants, mais qui vont jamais passer à l'acte. Donc, tout pédophile n'est pas un pédophile actif, on va dire. Par contre, la C'est-à-dire que violence, oui. Comment? dire que c'est moins dangereux, le fait qu'il C'est moins dangereux. Il y en a qui prennent conscience justement de leur anomalie, qui essaient de travailler dessus, qui vont consulter donc pour ça. Et puis, il y en a qui ne contrôlent pas leur pulsion et qui vont passer à l'acte envers les enfants. Et c'est là où on va voir des violences sexuelles envers les enfants. D'accord, docteur. Est-ce qu'il y a des chiffres au niveau national pour la pédophilie? Ouais, bon, il y a des chiffres, mais vous savez très bien que c'est sous-estimé, on est d'accord.
Tous les parents ne déclarent pas à cause du chouma, de ce qu'on dit, de ce qu'on dirait tant, du fait que bon, si je dis que mon fils ou ma fille a été victime d'abus sexuels, elle ne pourra pas se marier plus tard, elle va porter ce fardeau sur elle. Donc, on a des chiffres, mais qui ne reflètent pas. Déjà, par rapport à avant, ça va. On commence à en parler. Il y a les associations qui portent les familles. Il y a aussi la justice qui commence un petit peu à développer des mécanismes où l'abuseur est puni, alors qu'avant, on voyait qu'il y avait beaucoup de déclarations d'inceste, bon, pas d'actes de violence sexuelle sans qu'il y ait de punition derrière. Donc, ça décourageait les parents. Donc, on va dire qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a 2800 cas de violences sexuelles sur enfants par an au Maroc. Ça paraît énorme, mais je vous assure que ce n'est pas du tout la réalité. Nous, au service, on a une unité d'hospitalisation. On reçoit, on va dire, 2 demandes par semaine d'hospitalisation, c'est-à-dire ceux qui viennent demander de l'aide chez nous, alors qu'il y en a beaucoup. Et en France, ils ont estimé qu'un enfant sur 5 a été victime d'abus sexuels. Et moi, je pencherais plus vers des chiffres comme ça que vers le chiffre de 2800 par an. Hein. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne mon expérience personnelle, ben, pratiquement c'est la même chose. C'est pas très, très fréquent. Donc, on peut voir un enfant, par exemple, par garde, Oui. bien pour ce motif. Et d'ailleurs, la prise en charge est multidisciplinaire. On essaye de voir tous les intervenants, le psychiatre, l'assistance sociale, le médecin légiste, et on essaie un petit peu de traiter l'enfant. Et parfois, on peut même l'hospitaliser si l'agresseur est au niveau du foyer. Donc, on doit l'éloigner de source du problème. Ouais. Et on travaille toujours en collaboration avec le pédopsychiatre pour le suivi psychologique, qui est obligatoire dans ce cas. D'ailleurs, l'accompagnement multidisciplinaire, il a plusieurs avantages. C'est pas juste le fait de faire le travail du pédiatre ou de faire le travail de l'assistance sociale. C'est aussi que les parents se sentent portés par une équipe qui va faciliter un petit peu les démarches, parce qu'on sait que les démarches sont très lourdes. C'est aussi légitimer leurs demandes, c'est dire que il y a toute une équipe qui est là à l'écoute, qui va vous accompagner et pour dire aussi que c'est important, que ça existe. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls et que ça aboutisse. Rien que la démarche judiciaire, c'est quelque chose qui est très pénible pour les parents. Et généralement, les parents n'ont pas envie de faire cette démarche. Et le fait d'être accompagné par une assistante sociale, le fait de parler aussi du côté somatique, du côté psychique, ça aide les parents à faire le pas. Très bien. Donc, si on commence un peu par les questions, on a une question. Que faire si on soupçonne un abus sexuel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si c'est un parent qui soupçonne l'abus sexuel chez l'enfant à travers donc des symptômes, des signes qu'on va peut-être aborder tout à l'heure, le point le plus important et sur lequel je voudrais bien insister, c'est de ne pas crier sur leur enfant, de ne pas le culpabiliser et de ne pas lui dire pourquoi tu n'es pas venu me le dire plus tôt. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très difficile à évoquer pour les enfants, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la personne qui va avoir ce pouvoir sur l'enfant, généralement, c'est une personne. La majorité du temps, c'est une personne connue, c'est une personne proche, c'est une personne qui va convaincre l'enfant que c'est un jeu. C'est une personne qui va essayer un petit peu de tendre des pièges à l'enfant. Et l'enfant, par rapport à son âge, il ne sait pas justement il sent que c'est interdit, mais il ne sait pas s'il peut dire, s'il ne peut pas dire. Parfois même, il peut trouver du plaisir, hein, parce que des attouchements sexuels chez un enfant, ça peut donner du plaisir. Et l'enfant, ne mesurant pas le risque de ce qui se passe en lui, peut se taire aussi parce qu'il trouve du plaisir, mais ça ne justifie pas le fait qu'on lui dise « Ah, c'est parce que tu as trouvé du plaisir que tu t'es laissé faire. » Donc, la première des choses, c'est de mettre l'enfant à l'aise, c'est de ne pas le culpabiliser, d'accord? C'est d'être à l'écoute de façon ouverte
Et puis, si c'est le parent qui a suspecté, d'essayer de poser des questions à partir des choses qui lui ont fait suspecter l'existence d'une violence sexuelle, de poser des questions ouvertes, de rassurer l'enfant sur le fait qu'on est avec lui, que même si c'est le cas, on ne va pas le punir, que ses parents seront là pour lui, que ses parents l'aimeront toujours, que quand un adulte fait quelque chose comme ça, il n'a pas le droit et que lui, en tant qu'enfant, a le droit de demander à ce que cet adulte soit puni à la hauteur de son acte. Donc, c'est surtout ouvrir le champ à la discussion dans un climat de réassurance, dans un climat de non-culpabilisation par rapport à l'enfant. Oui, tout à fait. Et docteur, pour la nature de l'agresseur, parce qu'on a toujours le cliché de l'inconnu qui propose des bonbons à un enfant. Alors, l'agresseur, est-ce qu'il peut être quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille, de l'école? Alors, la majorité du temps, ça se passe dans la rue. Ça, c'est ce que les études ont montré. Donc, ça, c'est par rapport au lieu. Mais par rapport à la proximité, effectivement, la majorité du temps aussi, c'est une personne que l'agresseur, que l'enfant connaît. Parce que l'enfant, justement, il va vers cette personne parce qu'il a confiance en elle. Parce qu'il a confiance en cette personne. Ou bien parce que cette personne a de l'autorité sur l'enfant. Alors, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, un exemple clinique pour un petit peu rapprocher l'image des gens. Alors, un enfant qui est venu en consultation avec ses parents parce qu'il a eu lui-même des attouchements sexuels sur une petite fille du même âge. D'accord? Donc là, ça pose aussi la question de quand on a deux enfants, est-ce que c'est de l'abus sexuel? Ah non, c'est pas de l'abus sexuel, c'est des attouchements, mais parfois ça peut aller loin, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Il y a la question de la différence d'âge. Généralement, on parle d'une différence d'âge de 5 ans. Mais ce qui est important, c'est quand les enfants, quand l'agresseur est dans une tranche d'âge différente de l'agressé. Ça veut dire quand un préado qui est déjà, on va dire, sensibilisé à la sexualité va toucher un enfant qui, lui, n'est pas encore prêt pour découvrir ce que c'est que la sexualité, on peut parler de violence sexuelle. Mais ce qui est punissable, c'est à partir d'une certaine différence d'âge. D'accord? Donc, je reviens à mon cas clinique. Donc, c'est un jeune enfant qui est venu parce qu'il a eu des attouchements sexuels sur une petite fille du même âge que lui. Les parents de la petite ont découvert les attouchements. Et au fur et à mesure de l'entretien, il s'est avéré qu'une cousine à lui, qui est adolescente par contre, et là on peut parler de violence sexuelle, lui demandait de la toucher, elle, au niveau de son sexe. Et lui, donc, ne savons pas ce que c'est. Il sentait que c'était quelque chose, voilà, il lui disait que c'était un jeu. Il se sentait mal à l'aise par rapport à la chose. D'ailleurs, il en a parlé à un membre de sa famille. Mais vous savez, les enfants, quand ils subissent des choses comme ça, ils vont avoir tendance à répéter, à aller justement le répéter tant que ce n'est pas réglé, tant que les parents ne sont pas au courant, que qu'on lui signifie pas, qu'on lui dise pas clairement l'interdit par rapport au corps de l'autre, le fait qu'il a été victime, le fait que l'autre a abusé de lui, et tant que la personne qui a abusé de lui n'a pas été sanctionnée et n'a pas demandé, donc il n'y a pas eu réparation par rapport à ça, il va répéter l'acte, le même comportement qu'il a subi jusqu'à ce qu'il puisse comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Donc juste pour vous dire que quand un enfant qui a un comportement sexualisé, il faut toujours, avant de le gronder, bien sûr, il ne faut pas le gronder, c'est pas avant, mais parce que les parents ont des réactions d'angoisse. Mais il faut toujours se dire, pour ne pas avoir cette réaction d'angoisse, est-ce que mon enfant n'a pas été lui-même victime d'attouchement ou d'abus sexuels de la part d'une autre personne? D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, c'est un petit peu. Il y a aussi la question de la loyauté, parce que vous vous posez la question est-ce que les personnes proches, il y a aussi la question de loyauté par rapport à ces personnes proches. Je ne dois pas dire parce que c'est mon oncle, je ne dois pas dire parce que c'est ma tante. Alors, il n'y a pas que les hommes qui abusent des enfants, il y a aussi des femmes qui peuvent abuser d'un enfant. Les filles sont plus victimes d'abus sexuels que les garçons, d'accord?
Et quoi dire d'autre et puis voilà, l'inceste aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Et on reçoit beaucoup de cas justement d'inceste. Et c'est encore plus difficile à dire et à verbaliser pour l'enfant quand la personne est proche hiérarchiquement dans la famille. C'est encore plus compliqué d'aller en parler. D'accord. Une deuxième question, docteur Hajij. Oui. Pourquoi les enfants n'en parlent pas? Pourquoi ils ne l'expriment pas? Alors les enfants n'en parlent pas pour plusieurs raisons. La peur. Alors, comme Oui, j'ai dit, ils savent que la sexualité c'est tabou, d'autant plus qu'il y a des familles où on ne parle pas du tout de sexualité, où on ne nomme même pas l'organe sexuel. Hein. On l'appelle de tous les surnoms possibles et imaginables, mais surtout pas du nom réel. Donc déjà, quand vous nommez la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, et qu'au niveau des parties génitales, vous ne pouvez pas dire ce que c'est, et que vous dites à l'enfant c'est chouma. Donc comment voulez-vous qu'il vienne vous exprimer qu'il a eu quelqu'un qui l'a touché, lui a fait mal? C'est très compliqué pour l'enfant. D'une part. L'autre, oui. on va dire une partie de prévention. On va détailler l'intérêt de l'éducation sexuelle à la fin. Voilà, on va y arriver tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet qui fait peur, hein. Et puis les gens, ils se disent non, moi je vais même pas écouter ça parce que je suis pas concernée, ça ne m'arrivera jamais parce que moi je fais très attention à mes enfants. Alors les études ont montré chez les adultes que la majorité du temps, les adultes quand ils racontent leur abus sexuel plus tard, des années plus tard, ils disent les parents n'ont rien vu. Et normalement, quand on fait de la sensibilisation, c'est pour aider justement les parents à détecter les signes qui ne sont pas directs, les signes cachés, et pour ne pas passer à côté. C'est très important. Voilà, donc pourquoi l'enfant, il n'en parle pas? On a dit l'enfant ne parle pas parce qu'il a peur, parce que les parents ne l'ont pas habitué à parler des sujets attenants au sexe. Il n'en parle pas parce que parfois il trouve que c'est un jeu. Il a l'impression que voilà, c'est tout à fait normal. Et puis, la personne qui l'agresse, généralement, elle arrive à le convaincre qu'il joue. Parfois, il est menacé aussi. Hein, faut pas le dire. Si tu le dis, je vais dire que tu as participé. Bon, donc voilà beaucoup de choses. Parfois, on peut lui donner, comme vous avez dit tout à l'heure, des bonbons. Donc voilà, c'est un enfant. Hein. On peut l'attirer si on n'a pas déjà sensibilisé, si on ne va pas expliquer les dangers de suivre les étrangers. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude de dire aux enfants, attention aux étrangers. Et on ne leur dit pas, attention à toute personne qui vous touche, pas aux étrangers, puisque l'abus sexuel, c'est pas juste l'étranger, c'est aussi beaucoup les personnes proches. Parce que c'est Oui, un abus de pouvoir de la personne proche. oui, malheureusement. Malheureusement, exactement. Docteur, on a une question en direct. À Mhm. partir de quel âge on doit sensibiliser l'enfant? Alors, merci Amina pour cette question. Et on encourage les gens à poser justement les questions et même à témoigner si eux-mêmes ils ont connu des cas d'enfants victimes de violences sexuelles. Ça ne peut qu'enrichir le débat et aider les personnes et les parents par rapport à ça. Sensibiliser l'enfant, c'est faire de l'éducation sexuelle. Et l'éducation sexuelle, ça commence très très tôt. Ça commence très très tôt. Comme j'ai dit tout à l'heure, dès l'âge de 2 ans, l'enfant doit savoir nommer toutes les parties du corps dans la partie sexuelle et qui ne doit pas être entaché justement d'un interdit. Il ne faut pas dire, il ne faut pas nommer. Donc, il doit nommer sa partie sexuelle de la même façon qu'il nomme toutes les autres parties du corps pour que ça devienne tout à fait normal d'en parler et que l'enfant se sente à l'aise à pouvoir justement dire s'il y a un problème, qu'il puisse le verbaliser. Après, donc, ça va se faire par étapes. À 2 ans déjà, on peut lui expliquer que son corps lui appartient, qu'il ne doit pas laisser quelqu'un le toucher au niveau du corps. À 2 ans, il est capable de comprendre la différence des sexes, la différence entre un garçon et une fille. Donc, c'est déjà de l'éducation sexuelle quand on commence à parler de ce genre de choses. De 2 à 4 ans, les enfants commencent à s'intéresser à comment naissent les bébés. Et là, il ne faut pas leur mentir non plus. Il ne faut pas leur dire qu'on les trouve dans les choux-fleurs. Il ne faut pas leur dire que, je ne sais pas moi,
Je sais pas, docteur Michel, qu'est-ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit par rapport à ce sujet? Vous vous Bon, rappelez plus? mais c'était un sujet tabou, donc on n'en parlait On même nous a pas. rien raconté en fait. Mais c'est ça. C'est-à-dire quand c'est un sujet tabou, c'est pas les parents qui transmettent. L'enfant va apprendre ce qu'il a à apprendre de l'extérieur et il va aller poser la question à des étrangers. Donc l'apprentissage va se faire soit par des enfants plus grands et donc des préados, des ados, ou bien par alors les femmes ménages, je sais pas moi, le chauffeur, le gardien, des gens vers lesquels l'enfant peut aller facilement parce qu'il sent que bon voilà, ils vont lui parler de façon plus simple, peut-être avec des mots qu'il va comprendre. Et du coup, le risque justement de faciliter ce contact et de parler de sujets sexualisés avec des étrangers, le risque va augmenter. On doit apprendre aussi à l'enfant non pas seulement de ne pas laisser les autres le toucher, mais aussi que lui ne doit pas toucher l'autre si l'autre ne le permet pas. Vous imaginez les enfants dans la cour de récréation ou bien même dans une famille et ils se jettent sur l'autre, il veut l'embrasser, il veut le câliner et la maman de l'autre dit mais laisse-le, laisse-le et l'autre il le pousse. Ben non. Si l'autre ne veut pas, il faut dire à votre enfant, ben tu vois, il veut pas, il faut respecter. Comme ça, il va appliquer la même règle sur lui-même. Si moi je veux pas, l'autre doit me respecter et j'ai le droit de dire je ne veux pas. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de dire à l'enfant. D'ailleurs, les enfants, quand on leur dit ne faites pas, ils aiment bien faire. C'est-à-dire la chose, quand elle est interdite, elle est encore plus prisée. Donc, il vaut mieux lui dire à lui, ben, tu vois, l'autre ne veut pas que tu le touches. Alors, tu dois respecter et tu ne le touches pas. Et à travers cette injonction indirecte, il va comprendre que lui-même, quand il ne veut pas que quelqu'un le touche, il a le droit de dire non. Il a le droit de reculer et de dire non. Il y a aussi la question de la nudité et de l'intimité. Donc, est-ce Oui, que quand on veut faire prendre un bain à un enfant, on le met tout nu, vite, on lui demande rien. Est-ce qu'on le fait rentrer au bain avec ses frères et sœurs et les cousins et les cousines et l'été quand ils rentrent de la plage, on met tout dans le même endroit et on enlève les culottes et on lave tout le monde? C'est interdit parce que là, on permet quelque chose qu'on va interdire plus tard. C'est contradictoire. Donc, on doit donner l'exemple. Docteur Michel, مازال ما عندكش الولاد. pas encore. با encore المهم انت كتوجد باش ان شاء الله ملي يجيو الاولاد انت عارف ما كاينش. Donc il faut pas se balader nu devant les enfants. Il faut demander aux enfants de toquer à la porte avant de rentrer pour qu'ils comprennent que eux aussi quand ils sont en train de se changer, l'adulte, le frère, la sœur, la femme ménage, n'importe qui, la cousine ou le cousin qui est à la maison ne doivent pas rentrer pendant qu'ils se changent. Donc ça c'est vers 2-4 ans. Alors, quand ils grandissent un peu plus vers l'âge préscolaire, donc toujours l'intimité, la nudité, mais il y a quelque chose de nouveau qui va se rajouter. C'est d'abord les enfants, ils vont poser plus de questions par rapport à la grossesse, l'accouchement. Et là, on va plus parler juste de papa qui donne la graine à maman, qui lui met dans le ventre et après, il y a un bébé qui grandit dans le ventre de maman. Parce que là, l'enfant, il commence à soupçonner que ça se passe à travers un acte sexuel. Il l'a déjà vu à la télé, il soupçonne. Donc, il faut commencer à parler d'amour, de tendresse, de bisous, de câlins. Donc, c'est quelque chose justement qui légitime le fait d'en parler et de parler de l'acte sexuel, mais pas dans le détail. D'accord? Pour parler de la grossesse. Donc, on va encore insister sur la nudité, sur l'intimité, mais aussi, les enfants à cet âge-là, ils ont accès au téléphone. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe si on ne les prépare pas. Parce qu'il faut leur dire. Vous savez, moi, mon fils, quand il était très jeune, un jour, il m'a dit, maman, tu sais, j'ai tapé NE et c'est sorti. NE, il suffit de 2 lettres. Il peut être en train de chercher, je sais pas, Nutella. Il met NE le temps qu'il mette le T et il peut voir de toutes les couleurs. Donc, il faut, dès que l'enfant a accès à un téléphone, il faut commencer à expliquer ce qui se passe, la pornographie, ce qu'il a le droit de voir, ce qu'il n'a pas le droit de voir, bien sûr, les filtres parentaux et tout ça. Donc, quand on arrive à 5-9 ans, donc l'âge scolaire, on commence à s'approcher de la puberté. Il y a des jeunes filles qui ont leurs règles à 9 ans, 9h30, 9h30, 9 ans et demi. Donc, il faut leur commencer à leur parler de la puberté parce que c'est une grande partie de la sexualité. Et parce que la sexualité ne doit pas être vécue comme quelque chose de traumatisant.
Donc, on parle des règles, on parle de la grossesse, de pourquoi est-ce que les règles, ça tranche par rapport à un autre âge. Donc, on commence à parler de ça. Et viendra après, donc, la préadolescence. La préadolescence, on va creuser encore plus. Bon, l'enfant, s'il a le courage justement de poser des questions, il en posera. Mais on sait que les préados et les ados sont très timides. Hein. Et si on ne les a pas habitués à parler de ce genre de sujet, ils vont pas le faire. Donc là, on ouvre le sujet, on ouvre le débat et on les met à l'aise pour pouvoir poser leurs questions. Et vous allez être surpris parce qu'ils vont poser des questions sur la contraception, sur les maladies sexuellement transmissibles parce qu'ils ont déjà vu tout ça à l'école, mais ils ont besoin que leurs parents leur expliquent si ça existe dans notre société ou pas. Il ne faut pas leur mentir en leur disant que ça n'existe pas parce que ça existe. Il faut leur dire aussi ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et quand ils sont ados, il faut aussi parler du rôle de l'alcool et des toxiques dans le fait de diminuer la vigilance et le libre choix de la personne. C'est-à-dire que la personne, en utilisant des toxiques, ben parfois elle peut perdre le contrôle sur elle-même et elle peut s'exposer au viol. Hein, moi, j'ai des grands ados qui me racontent que justement, suite à une soirée arrosée, ben après, ils se retrouvent, ils ne voulaient pas. Donc, la jeune fille dit, je ne voulais pas, mais je n'avais pas la force de dire que je ne voulais pas. Alors, est-ce que c'est un viol? Est-ce que ce n'est pas un viol? Et bien sûr, je verrais bien les parents me dire, ouais, mais nous, nos enfants ne fument pas, ne boivent pas, ne font rien. Mais bon, quand on est ado, il se passe beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour par rapport à la prévention, mais on y reviendra et on va vers les questions peut-être parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui défilaient. Oui, tout à fait. Il y a une question donc pluripsie. Doit-on s'inquiéter d'un jeune enfant qui pratique des jeux sexuels? Oui, s'il y a des jeux sexuels chez un enfant, c'est que, je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à voir Il faut les, hein? consulter. Il faut consulter. Ouais, j'arrive pas à voir les questions de mon côté, mais bon, je vous laisse les lire. Alors, quand un enfant a des jeux sexuels, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut en parler avec lui. Et justement, ne pas lui en parler en lui disant pourquoi tu fais. Si vous dites pourquoi tu fais, vous fermez le dialogue. Alors, une règle d'or, un enfant qui a des jeux sexuels, c'est très probablement un enfant qui a vu ou subi des comportements sexualisés. Donc, soit il a vu des films pornographiques, soit il a vu ses propres parents en débat sexuel, soit on lui a parlé de choses comme ça, soit il a subi lui-même des actes sexuels. D'ailleurs, des personnes c'est-à-dire des personnes qu'on connaît, qui sont autour de nous, si on pose la question à un parent lui disant si tu découvres ou si tu soupçonnes comment tu vas faire, il va dire je vais faire un scandale. Eh bien, justement, le fait de faire un scandale, ça va bloquer complètement l'enfant et vous n'allez jamais savoir pourquoi et qui a agressé l'enfant. D'accord? Donc, il y a une question. Voilà, donc j'essaie un peu de lire. Comment ces gens peuvent Alors, vivre avec... pardon, docteur, juste une question, juste une précision. La masturbation, parce que je ne sais pas ce que la personne veut dire par jeu sexuel, si c'est de la masturbation, c'est autre chose. Parce que la masturbation chez les tout petits, elle peut être normale. Hein. Elle peut être secondaire à une stimulation de la zone sexuelle suite au changement de couche et tout ça. Et l'enfant, entre 3 et 5 ans, il se touche, il explore. Ça peut être quelque chose de normal. Donc, un enfant la masturbation, c'est autre chose. Mais quand même, quand on a une masturbation, on essaie quand même d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas mais il ne faut pas mais pas de la même façon si un enfant a des attouchements sexuels sur un autre enfant. Ça, c'est sûr, quand un enfant a des attouchements sexuels sur un autre enfant, c'est qu'il a subi quelque chose ou il a vu quelque chose. Alors, j'insiste pour que les gens n'oublient pas, hein, pour que les parents, ça leur reste gravé dans la tête. Voilà. Docteur Hjij, on veut parler sur côté symptômes. Quels sont les symptômes que présente l'enfant après un abus sexuel? Quels sont les symptômes psychiques ou organiques? Oui, alors je vous laisse parler de l'organique. Oui, donc, oui, avec plaisir. Le côté organique, on peut avoir du manque d'appétit, donc un amaigrissement qui est récent, donc une asthénie,
Donc, pour Ouais, moi, l'énurésie. Alors, en fait, effectivement, tout changement chez un enfant de comportement, d'habitude, doit nous faire soupçonner, entre autres, ça peut être une dépression, ça peut être autre chose, mais doit nous faire soupçonner un attouchement sexuel, une violence sexuelle. Alors, quand je dis tout changement, un enfant qui était très sociable et qui s'isole d'un seul coup. Un enfant qui aimait bien sortir avec les gens de la famille et qui commence à avoir peur une petite fille, par exemple, ou un garçon qui commence à avoir peur de sortir avec des hommes. Un enfant qui commence à avoir peur de rester avec la femme de ménage à la maison, ou la nounou qui le garde. Un enfant qui commence à avoir des insomnies alors qu'il n'en avait pas, qui était propre et qui commence à faire pipi ou à faire ses selles sur lui. Un enfant qui commence à se plaindre de signes somatiques, douleurs abdominales, céphalées, vomissements, et qu'on aille chez Dr Benchiab qui nous disent il n'y a rien d'organique, tout va bien, allez chercher ailleurs. Un an. Alors, il y a, ça c'est des signes, on va dire, atypiques. Hein. Et puis, il y a des signes typiques, comme quand vous trouvez des blessures au niveau des cuisses et de façon répétitive. Quand un enfant se plaint de douleurs au niveau de la région anale ou de la région génitale. Quand un enfant présente des infections urinaires à répétition. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme voilà, des signes de violence physique aussi qui peuvent accompagner la violence sexuelle. Les scarifications à l'adolescence et à la préadolescence. Donc pour préciser, les scarifications, c'est quand les jeunes commencent à se taillader la peau, mais pas dans l'intention de se donner la mort. C'est juste pour se sentir souffrir encore une souffrance plus que la souffrance qu'ils ont vécue. Je sais pas qu'est-ce qu'on a oublié, docteur Benchihab. Vous recevez aussi des enfants, des jeunes, notamment les ados, avec des tentatives de suicide. Et derrière la tentative de suicide, on se rend compte que la jeune fille a été victime d'abus sexuels aussi. Hein. Je pense que c'est fréquent. La chute des résultats scolaires, oui. Donc, le l'agitation, scolaire, l'agressivité. Donc, des enfants qui n'avaient pas ces symptômes et qui du jour au lendemain, ça apparaît. Donc, tout changement dans les habitudes d'un enfant doit nous... Alors, on ne va pas devenir parano, hein, on va pas devenir... on va commencer dès aujourd'hui, docteur Hijiej et docteur Michiab ont dit que... Mais c'est un ensemble de symptômes. Vous savez, les parents, ils savent ressentir ce genre de choses. Si vous avez 2-3 choses qui vous font suspecter que votre enfant ne va pas bien, il n'est pas dans son assiette, ben, il faut s'asseoir, ouvrir la discussion, dire que, ben, tu sais... parfois, il arrive que un enfant se sente mal parce que un adulte lui a fait subir quelque chose. Est-ce que tu es au courant que... et là, si on met l'enfant en confiance, ben on voit qu'il peut nous en parler. oui, effectivement. Alors, ça, c'était par rapport aux signes, c'est ça? Bon. Je vois une question, je ne sais pas si vous l'avez vu, docteur Michel, c'est un enfant qui est devenu homose, bon, peut-être que c'est homo, à cause d'une prostitution, y a-t-il une solution pour l'aider à devenir hétéro? Mais je n'ai pas compris à la prostitution de qui, c'est-à-dire l'enfant a été prostitué peut-être par un adulte et il est devenu homosexuel. Alors, la question ici, c'est aider cet enfant, est-ce que c'est le transformer de homosexuel à hétérosexuel ou est-ce que déjà voir quel est l'impact de cette prostitution sur lui? Moi, je dirais, je m'en fous qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel. Si on veut aider cet enfant, c'est d'abord le sauver de la prostitution, parce que vous savez que prostituer un enfant, c'est un acte criminel. Et donc, cet enfant doit d'abord être sauvé. Donc, il faut signaler. Je sais pas, tout à l'heure, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait qu'un enfant, ben, il faut signaler aussi. C'est-à-dire, il faut parler avec l'enfant. On n'a pas fini la question, mais je vais revenir à la question de la dame. Il faut parler avec l'enfant et s'il s'avère qu'effectivement il y a eu violence sexuelle, il faut signaler. Alors, si on ne peut pas signaler directement à la police et on a peur de toute la procédure, il faut aller voir son pédiatre d'abord. Et moi, je pense que le plus simple, c'est le pédiatre ou le généraliste. Et c'est au pédiatre ou au généraliste d'aider les parents pour le circuit et la suite. Hein, parce que c'est très compliqué d'aller directement vers la police ou d'aller directement vers le pédopsie. Même aller chez le pédopsie au début, c'est pas simple. Mais par contre, aller chez son pédiatre avec lequel on a l'habitude de parler, de se confier, je pense que ça adoucit un petit peu le processus. D'accord? Et pour revenir à la question de la prostitution, justement, il ne faut pas se fixer sur homosexuel ou hétérosexuel parce que l'orientation sexuelle de ce jeune
est très probablement impacté par ce qu'il a vécu, mais il faut d'abord soigner la blessure psychologique liée à la prostitution en elle-même, et ça, c'est un long débat. Docteur Michel. Effectivement, effectivement. Alors, docteur, si on peut parler sur les conséquences à long terme de l'abus sexuel. Alors, les conséquences à long terme, c'est vrai qu'on a parlé des signes, c'est-à-dire au court terme, qui vont nous montrer qu'il y a une violence sexuelle. Alors, sur le long terme, les conséquences sont variables. Bien sûr, il y a le tempérament de l'enfant, l'environnement, ce qui détermine aussi l'évolution. D'abord, l'environnement dans lequel vit l'enfant. Est-ce que les parents vont demander réparation ou pas? Quand je dis réparation, ça veut dire punition de l'abuseur. Et si les parents ne demandent pas réparation, généralement, la blessure narcissique de l'enfant et psychique, c'est très difficile de la dépasser. Donc, l'impact psychologique peut être, on a dit tout à l'heure, qu'une jeune fille ou un jeune garçon peut passer carrément à l'acte suicidaire suite à une violence sexuelle. Il y a la perte de confiance en l'adulte. Vous savez, l'enfant se construit sur le sentiment de sécurité. Et si l'enfant perd la confiance en l'adulte qui l'entoure et il n'y a pas de sentiment de sécurité, bah, généralement, après, c'est tout le processus justement de l'angoisse, de la dépression, de la perte d'estime de soi, d'accord? L'échec scolaire, les troubles de personnalité. Hein, après, on peut aller dans tous les types de troubles de personnalité, paranoïaque. Chacun va développer un type de comportement en fonction de ce qu'il est et de comment l'environnement a réagi à la découverte. Après, c'est vrai que les enfants victimes d'abus sexuels qui sont dans un milieu protecteur, même quand les parents ne le savent pas, c'est-à-dire déjà le fait de savoir qu'on a des parents qui vont nous soutenir, qu'on a des parents qui sont là pour nous, qui vont jamais nous abandonner, les conséquences sont moindres pour les familles qui sont déstructurées, les parents eux-mêmes négligents, eux-mêmes violents, eux-mêmes violents verbalement, parce que les violences, vous savez, elles s'attirent entre elles. Donc une violence en attire une autre. Voilà. Donc les conséquences sont au court, moyen et long terme. Hein? Donc au court terme, c'est les signes qu'on avait dit tout à l'heure, c'est toutes les régressions au niveau du comportement. Sur le moyen terme, c'est les conséquences scolaires, c'est les conséquences d'insertion sociale avec les copains, les amis et tout ça. Donc il y a des difficultés d'insertion sociale, les conséquences sur le développement de la personnalité. Et puis à l'âge adulte, je vous laisse deviner, c'est les conséquences sur la vie conjugale et sexuelle de la personne, que ce soit un homme ou une femme. Donc, tous les troubles sexuels qu'on peut imaginer. On peut aussi, c'est pas une règle, mais un enfant qui a été abusé sexuellement, où il n'y a pas eu de réparation, peut lui-même devenir un abuseur plus tard, quand il sera adulte. Et puis, vous savez, une jeune fille qui a été victime de viol, quand elle se retrouve justement elle-même devant l'acte sexuel à ce moment-là, je ne sais pas, avec son petit copain ou avec son mari, ben, c'est tout le flashback un petit peu de la situation qui revient. D'où l'intérêt de l'accompagnement psychologique de ces jeunes. D'accord. Ouais. Alors, docteur Hajij, quels sont les messages qu'on doit passer aux parents? Les messages pour prévenir, pour les sensibiliser à propos de ça. Si vous permettez, docteur Michel, la question peut-être intéressante, comment se fait le développement sexuel chez un enfant qui devient pédophile par la suite? C'est la question de la répétition, comme j'ai dit. Ça veut dire que le problème n'a pas été réglé. Vous ne m'avez pas protégé, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, j'ai pas été soutenue. La personne qui a abusé de moi n'a pas été sanctionnée. Et du coup, je répète, parce que ma blessure narcissique, ma blessure corporelle n'a pas été pensée. Et du coup, ben, je vais continuer à répéter l'acte pédophile. Donc, c'est pas toujours le cas. Tous les pédophiles ne sont pas des anciens enfants victimes de violences, mais c'est fréquent que les enfants victimes de violences deviennent pédophiles. D'accord? Alors, ça nous amène aussi à parler des sites pédophiles, hein, des multimédias. Des médias et des... vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la sensibilisation. L'une des choses aussi auxquelles il faut sensibiliser les ados, c'est
l'utilisation des écrans par rapport à leur corps. J'ai eu des consultations en catastrophe pour des jeunes filles qui ont envoyé des photos nues d'elles-mêmes, de jeunes garçons qui se sont dénudés pour le montrer à leurs copines, leurs organes génitaux, et Mhm. la photo circule dans le WhatsApp de toute l'école. Vous imaginez la catastrophe. C'est vraiment la destruction totale. Et avec les réseaux sociaux, ce n'est plus que son école. C'est-à-dire, on ne peut même plus lui changer d'école. C'est toutes les écoles qui sont au courant. Et même si vous lui changez de ville, ça ne change rien. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, il ne faut pas faire l'autruche et se dire, ah non, non, mais moi, mon enfant, il ne fera jamais ça. Non, quand ils se retrouvent face à eux-mêmes et quand ils se retrouvent face à l'écran, justement, ils ont l'impression que l'écran les protège de quelque chose. Et du coup, même هذيك البنيه اللي كتحشم ولا هذاك الوليد اللي كيحشم, elle peut même être محجبه وما كتخرج غير بالدرة وهذا, mais une fois qu'elle est face à un écran, ou là, une fois que le garçon justement il est face à l'écran, ben, il croit être protégé par l'écran alors qu'au contraire. Donc il ne faut pas hésiter à en parler aux enfants et à leur dire les risques qu'on peut avoir à justement envoyer des photos. Bon, vous allez me dire qu'ils le savent mieux que nous. On est d'accord, c'est-à-dire que maintenant ils le savent, mais un ado ça reste un ado. Ça veut dire l'adulte de maintenant, quand il était ado, il ne savait pas. Maintenant, il le sait. Mais quand il est ado, qu'il est porté par ses pulsions, que son petit ami lui dit « mais tu es toute belle, montre-moi », ben, il lui montre. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on a oublié de dire par rapport à la sensibilisation. Il y a des pédophiles qui cachent leur vraie identité au niveau des réseaux sociaux. Ils essayent de parler aux jeunes enfants avec une fausse identité, donc il faut faire attention. Ouais. Voilà. Oui, oui, il y a même des jeunes dans les jeux. Vous devez vous y connaître mieux que moi. Moi, je m'y connais juste à travers mes garçons, mais vous êtes peut-être vous jouez plus. Mais à travers les jeux, quand ils jouent en réseau, Oui. il y a des pédophiles qui sont glissés dans les jeux et qui vont petit à petit donc sortir du groupe, parler à l'enfant directement. L'inciter justement à envoyer des photos, peut-être lui donner un rendez-vous pour lui donner des astuces de jeu, des choses comme ça. Donc, si l'enfant n'est pas sensibilisé et s'il n'a pas confiance en ses parents aussi. Parce que vous pouvez sensibiliser un enfant, mais si vous êtes un parent autoritaire, si vous êtes un parent vous n'avez pas une bonne relation avec l'enfant, même si vous le sensibilisez, il ne va pas prendre en considération ce que vous lui dites. C'est pour ça que la nature de la relation que l'enfant a avec ses parents va jouer un rôle très important sur le fait que l'enfant va adhérer à ce que lui dit le parent ou pas. Oui, docteur Hjij, le temps passe vite. On veut passer des messages qui sont clairs aux parents. Ouais. Donc, des messages de prévention. Quels sont vos messages aux parents à propos de ça? Alors, mes messages vont être ouvrir le dialogue, ne pas laisser le sujet comme un sujet tabou, faire attention aux signes alarmants, et quand on fait attention et qu'on les découvre, ne pas culpabiliser l'enfant et ne pas lui faire peur, parce que si vous lui faites peur, ça y est, c'est grillé. Vous avez beau savoir que votre enfant a été abusé, mais il faut savoir aussi qui a été l'acteur de l'acte de violence. Je sais pas, vous pouvez résumer tout ce qu'on a dit en fait. C'est tout ce qu'on a dit depuis le début. Je pense que le mot-clé, c'est le dialogue et c'est ne pas intimider et c'est donner l'exemple. Et aussi, une chose très importante, le rôle de la société. Ça veut dire le jour où tout pédophile sera puni sévèrement par la loi, vous allez voir que les parents vont aller vers la loi pour demander réparation. Mais tant que le pédophile va avoir 3-4 mois de prison et va sortir se balader dans la rue, là où habite l'enfant agressé, les parents vous disent ça sert à rien de dire chou à la racine pour 3-4 mois de prison. Il faut aussi que la société suive, il faut aussi que les lois suivent, mais on va dire aussi aux parents que les choses ont changé, qu'actuellement il y a des cellules spécialisées dans l'accompagnement. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Michel, la cellule qui est en face de la faculté de médecine, l'unité de protection de l'enfance, l'UPE, c'est des cellules spécialisées dans l'accompagnement, dans les cas de violence, mais pas que la violence sexuelle, physique, sexuelle, maltraitance et tout, et que les parents peuvent avoir de l'aide avec toute la discrétion nécessaire.
Donc, justement, c'est très important de rassurer les parents sur la discrétion et sur la non-divulgation du secret médical et sur le fait que quand il y a un accompagnement par une équipe, généralement, les choses se passent bien. Il ne faut pas hésiter à aller demander réparation parce que c'est ce qui répare l'enfant. Tout à Et à ne fait. pas hésiter à faire suivre l'enfant psychologiquement pour pallier aux dégâts. C'est très important, c'est le suivi psychologique. Moi, je Exactement. propose de faire un numéro vert, comme c'est le cas en France. Oui, C'est un numéro vert pour appeler en cas de maltraitance et donc oui, pour qu'ils guident les parents un peu dans la procédure. c'est Parce vrai. qu'on est pas au Maroc. Le problème, c'est que s'il y a un numéro ouvert, ça veut dire qu'on va appeler de façon anonyme. Mais le problème, c'est que dans des cas pareils, il faut faire la procédure. C'est la procédure qui acte ce qui se passe et c'est très important pour les enfants. D'ailleurs, à chaque fois que vous posez à l'enfant la question est-ce que tu as envie que la personne soit punie, même quand c'est une personne proche, il dit oui. Donc, ça ne sert à rien que les parents appellent par téléphone pour dire s'ils ne vont pas entamer une procédure. Oui, Donc, c'est très important quand même que les choses soient dites, il n'y a pas besoin de cacher. Hein? oui, tout à fait. Et Voilà. docteur, quels sont les messages à passer à l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant doit faire face à un abus sexuel? Alors, Est-ce l'enfant, qu'il... le message à faire passer, c'est que son corps lui appartient, qu'il a le droit de dire non, qu'aucune personne n'a le droit justement de le toucher, que même une personne proche, alors dans notre éducation, il y a aussi بوستاتا سلم على عمي حشومه علاش ما خليتيش عمي يبوسك. Alors ça aussi c'est interdit, il faut dire à l'enfant que s'il n'a pas envie, ben il n'a pas envie. C'est son corps et peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas envie, un autre jour il a envie, ça le regarde. Il faut dire à l'enfant je sais pas si c'est qu'est-ce que nous on va dire à l'enfant ou qu'est-ce que les parents vont dire à l'enfant. Je pense que dans l'éducation sexuelle, il faut dire à l'enfant mais tu sais, si ça arrive que quelqu'un veuille t'obliger à faire quelque chose, tu viens me le dire et je vais m'en occuper. Il faut dire à l'enfant quand par exemple vous êtes devant la télé et que vous entendez parler parce que c'est des sujets qui passent à la télé, la pédophilie et tout ça. Donc il faut ouvrir la discussion avec les enfants. L'homosexualité, par exemple. Les enfants, tout le temps, ils voient des films où il y a des scènes homosexuelles, ils entendent parler de l'homosexualité, les parents font comme s'ils n'ont rien vu. Ben, l'enfant va se poser des questions, il va vouloir explorer, il faut aborder le sujet. Le viol, c'est quelque chose qui est souvent abordé dans les films aussi. Il y a même des spots qui disent que ce n'est pas bien de banaliser des comportements violents. Donc, quand on voit des choses comme ça, en fait, ça donne l'occasion aux parents d'aborder le sujet avec l'enfant, même quand le parent il est un peu mal à l'aise. Alors, je peux dire aussi autre chose. Si un des parents est plus à l'aise avec la question, parce que parfois il y a un des parents qui est timide, qui ne peut pas, ben, que l'autre essaye d'aborder le sujet, ou bien qu'il soit à deux, ou bien qu'on sollicite quelqu'un de proche et qu'on soit à deux avec cette personne de proche. C'est quand même, mais en tous les cas, il faut passer à la discussion. Alors, je ne sais pas si on a passé toutes les questions. Oui, on est pressé un peu par le temps, mais Ok. c'était vraiment très interactif et on remercie les spectateurs pour leur interactivité et les questions qu'ils ont posées. Donc, Merci, Dr. Mchihab, pour l'invitation. Merci pour le choix du sujet. Et Inch'Allah, si les gens sont intéressés par d'autres sujets, on pourra justement en aborder d'autres. Et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, même si le sujet n'est pas obligatoirement plaisant et que ça angoisse un petit peu les parents. Mais c'est toujours bien et dans d'en parler, c'est toujours bien d'ouvrir le débat autour de ça. exactement, Voilà. exactement. Ben, merci Et, beaucoup. et s'il y a des questions peut-être après, ben, les gens peuvent les envoyer en direct après par message. Oui, tout à fait. On s'excuse si on n'a pas répondu à toutes les questions, mais Dr. Hajish et moi, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions en privé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup À et très bonne journée. bientôt. Au revoir. À la prochaine.